À 8h34, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est le jour d'après, celui où le réveil est pénible. Le Parisien, défaite au départemental, le PS touché au portefeuille. La Croix, la gauche sonnée, Valls déterminée. Le Figaro, la gauche réclame des comptes à Manuel Valls. L'Humanité, et après ça, quelle gauche? L'Opinion, Hollande lost in election, avec le dessin de CAC, hommage à Hergé, Manuel Valls et François Hollande en Tintin et le capitaine Haddock perdu au milieu du désert, et puis un panneau qui se dresse devant eux, entièrement unique, couleur sable, avec au milieu un point rouge. Vous êtes ici. Bon, pendant ce temps, Libération analyse la loi santé, plaide pour les salles de shoot et les paquets de cigarettes neutres. 5 remèdes à adopter d'urgence. Les départementales. Oui, ce matin arrive le temps des analyses et le sujet qui passionne encore une fois, figurez-vous, c'est le Front National. Non pas tant son poids dans les élections de présidents de conseils départementaux que sa stratégie et les possibilités qu'elle ouvre pour l'avenir. Dans Le Monde, c'est le politologue Gaël Brustier qui explique comment Nicolas Sarkozy a, selon lui, réussi à contenir le FN en faisant en sorte que, dans cet oligopole droitier qui se constituerait en France, le choix final des électeurs se porte vers l'UMP. En gros, à discours équivalent sur l'immigration, les électeurs choisiraient le plus sérieux des deux. Dans Le Figaro, le directeur général de l'IFOP propose une autre lecture. Lui distingue entre un électorat de droite classique plus âgé, plus favorisé, et un électorat FN plus jeune et plus populaire. Le premier, en fait, verrait le programme économique du FN comme un repoussoir. Pourtant, un peu plus loin dans le journal, un autre sondeur, Jérôme Sainte-Marie, explique en quoi, malgré les échecs au second tour, malgré les limites de la stratégie solitaire du FN, la dénonciation de l'UMPS serait selon lui une bonne stratégie. Oui, non pas pour les élections locales, mais pour la présidentielle directement, là où les électeurs sont plus nombreux et moins attachés au parti de gouvernement. Bref, le FN n'aurait fait que reculer pour mieux sauter, du moins tant que le mécontentement grondera. Et pendant ce temps-là, le gouvernement mise tout sur une hypothétique relance de l'économie. Mais bien sûr, Manuel Valls attend des résultats et évidemment, ils ne vont pas tarder. D'ailleurs, nous dit l'Opinion, pour bien montrer aux frondeurs que le rassemblement, ça consiste en fait à les faire taire, le gouvernement prévoit un cadeau. Le titre de l'article, c'est « Vous reprendrez bien une loi Macron avant l'été ». Oui, voilà qui devrait ravir le magazine Capital qui consacre sa une aux 500 qui bloquent la France, région par région. Alors les frondeurs, évidemment, les syndicalistes et autres défenseurs des taxis, le patron de la Confédération paysanne qui ose s'opposer à la ferme des Millevaches. Oui, l'avenir, c'est l'univers concentrationnaire et la production bas de gamme. Alors bien sûr, le magazine dénonce les élus aux dépenses pharaoniques, les clientélismes. Mais dans cette liste, curieusement, bien peu de ces lobbyistes qui préservent les intérêts des grands groupes industriels, bien peu de ceux qui évitent la redistribution par l'impôt. Pourtant, dans les pages du magazine, on trouve un entretien avec le patron de Nestlé France. Il est aussi dans les pages du Figaro ce matin et il dénonce avec véhémence les pratiques de la grande distribution qui écraseraient les marges de l'industrie agroalimentaire. Que penser, demande-t-il, d'une situation où le commercial se retrouve à attendre dans un box à 23 heures, soumis à une pression digne d'une garde à vue? Derrière, ce sont des emplois, des exploitations agricoles qui sont en jeu. Mais dans la loi Macron, il semble plus urgent de développer la grande distribution et de vider les villages de leurs pharmacies au nom de la lutte, bien sûr, contre les professions protégées. On va en Égypte où l'on veut construire une nouvelle ville du Caire. Mais oui, et là, il y aura peut-être des pharmacies, mais est-ce qu'il y aura des habitants? C'est toute la question. Libération consacre une page extraordinaire au rêve du président égyptien de créer ex nihilo une nouvelle capitale dans son pays. Alors avec parc d'attractions, stade géant, ça va être magnifique. Bon, peu importe que les tentatives de tous ces dirigeants de pays émergents tentés par les rêves de grandeur se soient soldées par des échecs, les promoteurs des Émirats arabes unis se frottent déjà les mains. Bon, cela dit, les projets utopiques ne sont pas seulement le fait de semi-dictateur mégalomane. Les Échos consacrent une page aux villes privées, comme celle dont rêve Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook. Totalement hors sol, aux couleurs d'un studio Disney, c'est joli comme tout, enfin bon, chacun ses goûts. Et c'est assorti évidemment de tous les services nécessaires, mais alors sans le moindre souci de fonder une société, une communauté politique. Le cauchemar antidémocratique, en fait, est autant chez les visionnaires des nouvelles technologies que dans les régimes autoritaires. Allez, remettez votre soulier de verre. Mais oui, on parlait de Disney, le site Atlantico nous raconte que le rêve n'est plus ce qu'il était. Cendrillon, c'est fini. Mais oui, le mariage entre personnes de catégories sociales différentes est de plus en plus rare. L'article est absolument passionnant parce qu'il nous raconte les conséquences concrètes de l'endogamie. Les femmes désormais diplômées se marient avec des hommes du même milieu, formant des couples favorisés face à des couples d'ouvriers où se concentrent notamment les femmes qui renoncent à une activité. En fait, ça creuse magistralement les inégalités. Les classes sociales se mélangent de moins en moins. Ben oui, tout s'effondre, même le rêve.
Qu'est-ce qu'il nous reste? Mais il nous reste la lutte. Ah. Libération nous raconte comment des militants du groupe altermondialiste basque BICI ont kidnappé 8 chaises de l'agence HSBC de Bayonne. Alors 3 ont été retrouvées. La police s'active pour retrouver les 5 autres et veut perquisitionner le siège parisien d'Attaque. Oui, carrément. Pour les chaises. Mais oui, pour les chaises. Les militants de BICI, évidemment, ironisent sur des pouvoirs publics qui, visiblement, prennent au sérieux cette saisie de siège dans une agence d'HSBC. HSBC, non? Oui, exactement. Pardon. Banque qui, rappelle-t-il, est accusée d'avoir organisé 180 milliards d'évasion fiscale entre novembre 2006 et mars 2007 dans la plus grande impunité. Alors, BICI déclare que ils rendront les chaises quand HSBC rendra l'argent. Ce sera sans doute aussi efficace sur l'évasion fiscale que la loi Macron sur la croissance, mais avec plus de panache. La revue de presse, toujours debout de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.